Bon, je voudrais aussi remercier les organisateurs de m'avoir invité à cette table ronde et remercier tout particulièrement Christophe Darmanjard. Ma tâche, moi, est de parler de l'art de la côte nord-ouest. J'ai lu avec beaucoup d'intérêt l'ouvrage d'Emmanuel Guy, dans lequel il convoque effectivement des données ethnographiques sur les sociétés de la côte nord-ouest pour les mettre en regard avec les données archéologiques relatives aux sociétés paléolithiques. Cette confrontation lui permet de résoudre non pas le caractère énigmatique de l'art pariétal, mais à tout le moins de faire des hypothèses qui permettraient, en mobilisant la méthode analogique, de mieux faire parler les images, qui frappent par leur naturalisme. Mode de figuration qui caractériserait, selon lui, les sociétés inégalitaires. Emmanuel Guy soulève des points techniques dans la réalisation des images sur les parois des grottes, mais surtout, il défend l'idée qu'étant donné la qualité stylistique de l'art pariétal et la stabilité des conventions graphiques qui le caractérisent, cet art ne peut pas être produit par des sociétés inégalitaires au sein desquelles des spécialistes œuvraient au service d'une élite. Au style réaliste, il oppose implicitement un style plus abstrait que l'on trouve ou que l'on trouverait dans les sociétés de chasseurs-cueilleurs égalitaires. Il fait aussi l'hypothèse que l'organisation sociale des peuples paléolithiques pourrait être fondée sur une forme de totémisme qui serait matérialisée dans les images d'animaux immédiatement reconnaissables, qui permettrait donc d'identifier les groupes sociaux. Ces images sont caractérisées par l'absence de narrativité, dit-il, comme c'est le cas pour l'héraldique en général. Et leur style obéit à des conventions et ces images donc seraient produites par des spécialistes talentueux. Emmanuel Guy établit une analogie donc entre l'art pariétal de la côte nord-ouest et l'art de la côte nord-ouest l'art des sociétés de la côte nord-ouest qui sont régies par une hiérarchie de statuts associés à des noms, des privilèges, comme en témoigne la littérature ethnographique de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle. Il met en rapport des sociétés éloignées dans le temps et dans l'espace. Cette méthode inductive me semble plutôt hardie, mais elle donne peut-être des résultats, car même à une échelle temporelle et spatiale plus réduite, elle n'est pas sans poser de problème. Par exemple, pour interpréter les documents archéologiques de la côte nord-ouest, les chercheurs utilisent la méthode de l'analogie ethnographique en faisant l'hypothèse que les artefacts préhistoriques de même forme ou de forme similaire auraient la même fonction et la même signification que les objets ethnographiques. On peut se demander si les archéologues qui fouillent les sites de la côte nord-ouest aussi prennent suffisamment en compte les transformations que les sociétés autochtones ont subies tout au long du 19e siècle, tant au point de vue démographique qu'économique ou que culturel, à la suite d'un siècle de contact avec les Européens. On peut aussi, dans l'interprétation des archéologues, dire qu'elles sont parfois, des archéologues spécialistes de la côte nord-ouest, que leurs interprétations sont parfois approximatives. Donc, dans une première partie, puisque on parle un peu de préhistoire, donc je vais dire quelques mots sur le peuplement de la région et exposer brièvement les hypothèses sur l'origine de la complexité de ces sociétés. Et la seconde partie sera consacrée aux premières manifestations artistiques, au rôle de l'art, de ses caractéristiques stylistiques et du statut de l'artiste, afin de compléter et de répondre autant que faire se peut aux interrogations d'Emmanuel. Alors, voilà. Donc, pour tous, donc la côte nord-ouest, donc c'est à la fois une région géographique et une région
culturel. Donc en fait, c'est une étroite bande de terre qui s'étend du sud-est de l'Alaska, de la baie de Yakutat, jusqu'au nord de la Californie, dans son extension la plus grande. Et cette zone donc comprend un littoral continental qui est très découpé par des inlets. Elle comprend aussi l'archipel Haida Gwaii, que vous connaissez peut-être sous le nom de Reine Charlotte, et puis l'île de Vancouver. Donc à l'est, donc elle est bordée, cette région, par des très hautes montagnes, et c'est une région qui a été relativement isolée. Les seules voies de communication donc étaient les fleuves comme le Fraser au sud, ou alors comme par exemple la rivière Stikine ou la rivière la Skeena, par exemple, qui ont été des voies de passage entre l'intérieur et la côte et qui ont permis des échanges économiques et culturels. Mais si nous considérons la côte nord-ouest du point de vue de sa production artistique et de sa cohérence culturelle, on s'accorde généralement pour établir sa frontière, comme sur la carte ici, dans la région du Puget Sound, en fait, c'est-à-dire à la frontière entre la Colombie-Britannique et l'État de Washington, ou un petit peu au sud de l'État de Washington. Donc, généralement, on identifie plusieurs provinces ou plusieurs régions. Donc, la zone septentrionale qui est ce sont les Tlingit, au sud-est de l'Alaska, les Haida sur les Haida Gwaii, les îles de la Reine Charlotte, et sur la côte continentale, les Tsimshian, qui sont les Tsimshian qui sont regroupés en différents groupes, les Nisga'a, les Gitskan et les Tsimshian de la côte. La région centrale est occupée par les Heiltsuk, Haisla et Owikeno, les Nuralk que vous connaissez sous le nom de Bella Coola, et les Kwakwaka'wakw que vous connaissez sous le nom de Kwakiutl. Et la côte ouest de l'île de Vancouver est occupée par les Nushalnuth, ou que vous connaissez sous le nom de Nootka, et la zone méridionale par les Salish. Et les Makah, qui occupaient la côte, juste la petite pointe de la péninsule olympique. Donc, la côte nord-ouest est généralement considérée comme une région relativement homogène du point de vue culturel. Les groupes habitaient dans des villages sédentaires, ils étaient organisés en familles étendues ou en maisons, et une hiérarchie de statuts reflétait l'accès à différents degrés, l'accès à la richesse, mais à différents degrés, et au prestige. Les individus étaient divisés en 3 groupes ou en 3 classes. Il y avait les nobles. Les nobles, c'était ceux qui avaient des titres ou des noms. Il y avait les gens du commun, c'était ceux qui n'avaient pas de titre. Mais par exemple, au sein d'une même famille, les aînés pouvaient être considérés comme des nobles, mais les plus jeunes étaient considérés comme des gens du commun. Et puis, il y avait aussi les esclaves, c'est comme on l'a dit tout à l'heure, qui étaient des prisonniers de guerre. Les sites de pêche, de chasse et de cueillette étaient détenus par le groupe, et les peuples de la région s'adonnaient aux activités de subsistance et de stockage pendant une grande partie de l'année, tandis que l'hiver était consacré aux activités cérémonielles. La redistribution de la richesse s'effectuait à travers le potlatch et les alliances commerciales. Certaines tâches relevaient donc, comme il a été dit, de la spécialisation qui était plus ou moins développée selon les groupes. Il y avait même des groupes ou même des communautés, des villages qui étaient spécialisés qui étaient spécialisés, qui avaient des spécialisations très particulières. Les Haïda, par exemple, construisaient des canaux qu'ils échangeaient avec des Tsimshian contre de la graisse du lachon. Alors je ne sais pas, peut-être que ça aussi, ça correspond à tes marqueurs W. Je ne sais pas.
Et les Tchimtchans, eux, échangeaient avec leurs voisins de la côte de la laine, de la corne de chèvre de montagne, contre du flétan ou de la graisse de phoque. Dans cette région, à tout le moins, enfin, une certaine période, peut-être il y a 1000 ans, la guerre était endémique et les sociétés de la côte nord-ouest possédaient et possèdent encore aujourd'hui de riches traditions artistiques. Donc, je vais être rapide là. Selon les données archéologiques, l'occupation humaine remonte sans interruption au moins jusqu'à 15 000 ans. Et donc, l'occupation se serait faite par le détroit de Bering, mais il y a eu plusieurs vagues de migration, et même des migrations qui étaient vers le sud, et après des gens qui sont remontés vers le nord. Mais on estime que les ancêtres de tous les peuples de la côte nord-ouest étaient établis dans la région il y a 5000 ans. Alors, comme il a été dit, ou on l'a dit tout à l'heure, on a montré l'importance du saumon et du cèdre dans la vie de ces peuples. Cependant, les vestiges paléobotaniques montrent que le cèdre devient une ressource importante qu'il y a à peu près 2500 ans. Quant au saumon, leur nombre croît il y a à peu près 6500 ans après la fonte des blocs de glace qui entravaient dans les rivières qui entravaient la remontée vers les frayères. Et l'exploitation du saumon s'intensifie il y a environ 5500 ans. Certains spécialistes soutiennent que c'est à partir du moment où les forêts de cèdre rouge se sont développées sur le littoral et que du Pacifique et que les saumons ont migré en quantité importante dans les fleuves et les rivières, que la culture de la côte nord-ouest a pu se développer pleinement. Cependant, cette thèse ne fait pas consensus. Des chercheurs contestent la centralité des salmonidés dans le régime alimentaire et mettent l'accent sur l'exploitation d'une grande variété de ressources halieutiques. Et en fait, on a même inventé le terme salmontopia pour critiquer ce parti pris qui attribue au saumon le statut de principale ressource alimentaire en se fondant effectivement sur le modèle ethnographique. Des travaux récents aussi, relevant d'une approche plus multidisciplinaire, associant l'archéologie, l'ethnobotanique, l'ethnographie et les études paléo-environnementales, ont mis en évidence des pratiques d'élevage, de palourdes, je ne sais pas si on dit élevage, je ne sais pas comment on dit, de conchiculture, c'est pour les moules, la conchiculture, je ne sais pas. Comment ? Oui, qui date de 3500 ans, et de pratiques culturales et de gestion de l'écosystème par ces populations depuis au moins 3 millénaires avant le contact. Mais on s'accorde cependant sur le fait que les changements environnementaux sont à la source du développement d'un système hiérarchique qui s'est renforcé en raison de l'exploitation saisonnière des ressources naturelles et de leur consommation différée, et puis de la pratique du stockage. Bon, on a parlé de cela et on a parlé de Testard, je ne vais pas développer. Outre ce constat, les archéologues ont formulé plusieurs hypothèses sur l'origine de la complexité de ces sociétés de chasseurs-cueilleurs, et d'une manière générale, la stratification sociale a été envisagée comme le moyen le plus efficace d'accroître la production avec une classe d'individus qui contrôlait le territoire et les ressources, organisait le travail, redistribuait les richesses et créait une dépendance au sein de la maisonnée et des obligations à l'extérieur. On a aussi dit que cette hiérarchie s'est développée aussi dans le cadre du développement des guerres, où il fallait des chefs de guerre qui mènent les combats ou qui organisent la guerre. Alors, je voudrais maintenant peut-être vous donner quelques repères chronologiques. Bon, effectivement, là aussi, il s'agit de marqueurs. Les différences de statut, bon, selon les archéologues, apparaissent sur certains types d'objets que l'on trouve dans les maisons et les sépultures. Les fouilles au sud, dans la région du Fraser et du détroit de Géorgie,
et des fouilles aussi qui ont été menées à l'embouchure de la rivière Skeena et dans les Haida Gwaii ont permis de déceler la présence de maisons dont la taille était de taille de plus en plus grande, et les très grandes maisons apparaissent il y a à peu près 1500 ans, ce qui exige donc effectivement une force de travail de plus en plus importante, et on voit aussi que les outils, les herminettes, les pilons, tous les outils pour travailler le bois et construire les canaux et construire les maisons sont de plus en plus robustes et de plus en plus nombreux. Aussi, on note le développement du commerce et la circulation de matériaux exogènes comme l'ambre, le cuivre, le jais et les dentales, l'obsidienne, qui viennent de régions éloignées. Les indices de hiérarchie sociale sont aussi corrélés par la présence de labrés, donc en pierre et en os, et de crânes déformés dans les sépultures. Lors de l'arrivée des premiers Européens, ils ont été frappés justement par le fait que les femmes Haïda ou les femmes Tlingit portaient des labrés qui étaient un signe de noblesse. Il semblerait qu'à une certaine période, c'était simplement les hommes qui portaient les labrés, et après, on ne sait pas pourquoi, c'était les femmes. Les crânes déformés ne sont pas présents dans la partie septentrionale, mais plutôt dans la partie centrale et la partie méridionale de la côte nord-ouest. Donc, des crânes déformés ont été trouvés dans des sépultures du détroit de Géorgie, notamment, à une période qu'on appelle Marpole, et la période c'est 2400 à 1400 avant aujourd'hui. Quant au port du labré, les premiers témoignages remontent à peu près à 5500 ans, et 5500 ans. Ça dépend aussi ça dépend aussi de la région. Les premiers témoignages artistiques datent aussi d'il y a 5500 à 3500 ans dans la vallée du Fraser, sous la forme de pierres ciselées et d'objets en andouillé. Les travaux des fouilles menés dans la zone septentrionale montrent aussi l'apparition de traits distinctifs dans l'art il y a à peu près 1000 ans. Toutefois, il est difficile d'avoir une image claire du développement de l'art septentrional en raison du manque d'échantillons, car seuls ont été conservés les objets en os et en andouillé. Là, vous voyez, ce sont des objets qui ont été trouvés dans la région méridionale. Donc, on voit se développer une tradition artistique sur pierre qui présente des traits stylistiques identiques à ceux que l'on a identifiés plus tard dans la région septentrionale. On le voit notamment sur ces bols, par exemple, ce bol en pierre où apparaît un visage humain, et on voit déjà aussi peut-être les différentes apparaître. Ce qui sera vraiment développé beaucoup plus tard, ce qui est la form line, hein, la ligne forme ou la ligne figurative, qui est associée à certains éléments qui sont en forme d'ovoïde, que vous voyez sur les côtés. Ce sont comme ces ovales aplatis, ou des formes en U, qui sont, disons, très représentatif de l'art à deux dimensions. Le style de la form line est un système de représentation hautement codifié, qui ne prend en compte que les éléments importants dans la figuration. Les premiers motifs anthropomorphes et zoomorphes apparaissent donc il y a à peu près 1000 ans. Ils sont appliqués, les motifs zoomorphes sont appliqués sur des outils, des armes, des objets personnels tels que des peignes. On en donne plusieurs interprétations. On ne sait pas effectivement si ces objets qui portent ces images sont des objets chamaniques ou des objets héraldiques. Ces motifs, notamment sur certains outils, ont été associés à la représentation d'esprits auxiliaires,
qui assistent les humains dans leurs tâches quotidiennes, par exemple dans la construction des canaux, dans la pêche ou dans le tissage. D'autres notamment, comme ce bol ici que vous voyez à effigie humaine, comporte aussi des représentations zoomorphes, mais je n'ai pas pu trouver derrière. Il y a une grande représentation d'un serpent. Mais on ne sait pas exactement comment les interpréter, sauf à constater que ces bols sont similaires aux bols utilisés dans les rituels de puberté chez les Séliches pendant la période historique. Les images d'animaux gravées sur les objets personnels, tels que les peignes, ont été interprétées comme figurant des blasons. En effet, il est tentant d'établir une relation entre l'apparition d'un style représentant des animaux et l'émergence d'une nouvelle classe sociale, d'autant que ce type d'objet était plus concentré dans les assemblages des maisons de taille les plus importantes et de statuts les plus élevés que dans les maisons de taille plus petite. À ce titre, Franz Boas avait été le premier à souligner que le style artistique de cette région était lié au développement dans la province septentrionale du système à blason et à la validation du rang et des privilèges. Il fait l'hypothèse que d'une part le développement, c'est un double mouvement, le développement artistique a partie lié avec les idées totémiques à l'honneur dans ces sociétés, ce qui a permis l'introduction de motifs d'animaux dans un art aux conventions bien établies, mais d'autre part que le foisonnement de ce qu'il appelle les formes totémiques a été stimulé par la valeur accordée ce qu'il appelle les formes artistiques. Donc effectivement, certainement l'objet le plus représentatif de ce système héraldique ou totémique, et ce sont les mâts qu'on appelait totémiques ou qu'on appelle héraldiques, dont il existe notamment chez l'Aïda 5 types, donc des mâts qui se trouvent devant les maisons, des mâts funéraires, différents types des mâts qui sont aussi érigés juste devant la maison, et puis aussi des mâts qui sont érigés en l'honneur d'un chef, ou quand un chef prend une prise de grade. Alors, sur la côte nord-ouest, donc les blasons les blasons, qui sont donc des emblèmes des groupes sociaux, figurent. On ne peut pas dire véritablement que c'est une figure, une espèce animale, mais ce figurent plutôt des esprits animaux. Aux blasons sont indissociablement liés le récit de leur origine, et c'est la raison pour laquelle l'image peut parfois inclure plusieurs personnages. Le récit d'origine relate les circonstances dans lesquelles l'ancêtre d'un groupe a rencontré un esprit animal, lequel, à l'issue de cette rencontre, lui dispense des richesses et lui octroie un certain nombre de privilèges, dont le droit d'utiliser son image, privilèges qui seront ensuite transmis aux membres du groupe, ceux qui contrôlent le territoire et les ressources, ou ceux qui, effectivement, possèdent des noms et ont un statut, une position. Les blasons aussi peuvent être acquis au titre de butin de guerre ou en compensation d'un meurtre, en témoignage de gratitude pour un service rendu. Donc les blasons comprennent ceux de la moitié et du clan, et ceux qui sont détenus par les familles elles-mêmes. Il n'existe pas de famille ayant le même blason ou le même nombre de blasons. De toute façon, même les blasons, ils sont représentés. Il y a toujours des petites différences dans la manière dont les blasons sont représentés. Le droit aussi à l'utilisation d'un blason par un chef ou par celui qui en a la responsabilité doit être validé par la narration publique de son récit d'origine et par une distribution de biens aux représentants de la moitié opposée, comme chez les Tlingit, chez les Haïda ou chez les Tchimtchan.
Oui, et donc ils sont distribués donc aux représentants de la moitié opposée, qui sont récompensés pour le service rendu à l'unité invitante. La validation d'un blason était aussi un moyen d'affirmer des prétentions territoriales, et cela est très clair notamment chez les Tsimshian, qui possèdent un récit particulier, l'Adar, qui fait état des pérégrinations de l'ancêtre et mentionne les endroits où ont lieu la rencontre entre celui-ci et l'esprit animal. Et justement, il y a une dizaine d'années, une quinzaine d'années, dans les procès de terre, justement, le Hadar, toute cette tradition orale a été utilisée pour justifier la propriété, enfin pour justifier la revendication territoriale de certains groupes. Alors, donc, j'ai dit que les blasons étaient déployés sur les mâts héraldiques, mais aussi, enfin, ils ne sont pas déployés sur tous les types de supports. Ils sont déployés sur les frontons des maisons, ou sur les poteaux de maison. Ils peuvent être déployés aussi sur les canaux et, comme je le montrerai tout à l'heure, sur les cloisons à l'intérieur des maisons. Mais ils ne sont généralement pas déployés sur les masques. Donc, les mâts héraldiques sont les emblèmes les plus spectaculaires, et notamment dans les sociétés septentrionales où le mât héraldique peut faire jusqu'à 18 mètres, par exemple chez les Haïdas. Pour répondre un petit peu à Emmanuel, en fait, les mâts héraldiques sont certes associés à un territoire, mais ils n'évoquent en aucun cas un rapport de domination sur la nature. Les rapports entre humains et non-humains obéissent aux modalités d'un régime animiste, où les animaux, arbres, etc., sont considérés comme des personnes avec lesquelles il est possible de nouer des relations. Le prélèvement du premier saumon, par exemple, est assorti d'un rituel et de prière, comme aussi l'abattage d'un cèdre. Je voulais vous montrer aussi, par exemple, vous parlez de ce mât, qui est le mât Kaiget, qui a été érigé devant le musée de l'Homme en 1938 et qui se trouve maintenant au musée du Quai Branly. Ce mât a été rapporté par un artiste d'origine suisse et qui était Kurt Seligman et qui était lié aux surréalistes. Vous savez que les surréalistes appréciaient beaucoup l'art de la côte nord-ouest et l'art yupik. Donc, Kurt Seligman s'est rendu sur la côte nord-ouest et après plusieurs jours de négociations, il a pu acheter ce mât héraldique pour $100. En fait, bien sûr, on avait déjà des... Marius Barbeau avait déjà collecté le mythe ou le récit propre à l'origine de ce mât, mais aussi Seligman aussi a recueilli, disons, ce mythe. Et en fait, il raconte... en fait, ce mât-là, ce ne sont pas vraiment... ce ne sont pas des animaux. Enfin, il y a juste au-dessus... Il y a l'emblème d'une loutre, mais en fait, ce mât raconte une histoire singulière, celle d'un esprit cannibale qui a capturé et tué une femme, cet esprit qui est un géant, et son fils s'est vengé de la mort de sa mère, mais il a été en même temps affecté par l'esprit. Et à la suite de cela, il a tué tous les habitants de son village avant de périr lui-même dans les flammes. Et après, son corps, à la suite de cette crémation, son corps s'est transformé en moustique. Et aussi, donc, ce personnage central du récit, Kaiget, qui est cet esprit cannibale, a été adopté par un chef du village, connu sous le nom de Gedemskanis. Et donc le mât représente l'ancêtre cannibale
par l'ancêtre cannibale, l'esprit cannibale sous différentes manifestations, et aussi le chef qui s'est approprié, cet esprit cannibale comme blason. Voyez, là, il manque vous voyez, comme des trous, enfin comme des... Et en fait, à l'origine, le mât aussi avait comme une espèce de grand bec, une grande protubérance, qui certainement avait à voir avec cette histoire de moustique d'esprit qui comment dire, pompe le sang, ou enfin, il y avait quelque chose comme ça. Mais là, donc en fait, ces espèces de becs, disons, n'étaient plus. Enfin, Seligman a essayé de les faire reproduire, mais bon, après, il a abandonné le projet. Voilà. Donc, comme aussi en fait, bon, ces images, en fait, elles racontent des histoires. Et bon, on voit là aussi, comme Charles parlait tout à l'heure, il y a un enchâssement de figures, hein, dans une même image. Il y a aussi la superposition des différents personnages, mais aussi au sein d'une même figure, il y a aussi un enchâssement. Alors, est-ce que, bon, là, je ne suis pas capable de vous dire, par exemple, sur cela, ce qui se passe. On reconnaît en tout cas un ours, on reconnaît une grenouille et on reconnaît un loup. Bon, mais il faudrait avoir le mythe pour pouvoir vous indiquer quels sont le rapport, hein, quel est le rapport exact entre ces différentes figures. Bon, donc on a dit aussi que c'était un art très conventionnel. Et puis aussi, il y a des marques. Donc pour que comme on a parlé, pour que les blasons soient identifiés, donc les artistes ont développé des conventions pour les réaliser, accentuant certains traits distinctifs. Alors là, ici, vous avez le trait distinctif, c'est un castor que l'on reconnaît par deux grandes incisives et par une queue hachurée. Et quelquefois, il y a même un petit bâton qu'il est en train de ronger entre ses dents. Donc il y a aussi, donc pour le loup, pour l'ours, etc., ou pour les polars, il a une grande nageoire dorsale. Donc il y a certains traits qui sont des indices qui marquent, qui fonctionnent comme indice de l'espèce qui est représentée. Cependant, il est des cas où les motifs sont tellement complexes, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, qu'il est impossible d'identifier le blason, ce qui donnait toute latitude d'en donner sa propre interprétation. Les objets sur lesquels de tels motifs étaient appliqués pouvaient être ainsi circulés entre les groupes et être achetés au titre d'objets de prestige par les chefs, ou c'était des objets, notamment les coffres, qui étaient donnés en mariage. C'est le cas, par exemple, pour les couvertures Chilkat, au motif quasiment abstrait, que les Tlingit confectionnaient pour les échanger contre des coffres en bois plié, fabriqués par les Haïdas, par exemple. Ce type d'objet était fabriqué en grand nombre par des spécialistes locaux et était échangé tout le long de la côte. On décèle aussi on décèle aussi des modalités de figuration animiste dans l'art héraldique. Les animaux qui sont représentés ont effectivement une apparence animale, mais leur intériorité, pour reprendre le vocabulaire de Philippe d'Escola, leur intériorité est manifestée par un certain nombre d'éléments anatomiques qui sont de type humain. Par exemple, les visages, les pieds, les mains. Et ici, vous voyez, par exemple, ce corbeau, en fait, son aile est aussi à une forme de bras. Vous voyez, là, il y a les formes en U ici, qui figurent les plumes, mais donc, en fait, il a aussi
une forme de bras. Sondel a aussi la forme de bras. Oui, effectivement, le totémisme sur la côte nord-ouest, il présente certaines particularités, car il est enchâssé dans un régime, animiste, donc ce qui, quand même, est un petit peu figuré parfois sur les images. On le voit, par exemple, que certains personnages ont un visage humain, et en fait, ce qui les distingue, c'est la forme des oreilles, qui les distingue, qui disent que c'est un animal, et aussi selon la forme, on peut identifier l'animal qui est représenté. Donc là aussi, attendez, je voulais vous montrer autre chose. Oui. Voilà. Et donc en fait, bon ben voilà, c'est terminé. Non, je vais y aller. Donc, si vous voulez, effectivement, le mode de figuration animiste par excellence sur la côte, dans cette région, et c'est donc c'est le masque à transformation où on voit où l'intériorité, elle est comme ça à l'intérieur du masque. Et en fait, c'est plutôt remarquable chez les Kwakwaka'wakw. Bon, alors. Tu peux d'autant plus prendre 5 minutes que je pense que de toute façon... Attends, mais je me suis trompée sur mes... Bon, ben voilà. Alors, pendant que je parle, tu peux essayer de remettre tout ça dans l'ordre. Je disais, ben voilà, prenons encore quelques minutes pour finir l'exposé, c'est pas un problème. Je propose qu'on fasse de toute façon la pause directement après et qu'on fasse la discussion éventuelle à la reprise après la pause. Oui, d'accord. Voilà. Attends, bon... Alors, quelques minutes, c'est pas... Non, c'est pas... Attends, là, ça y est, je suis perdue. Bon, tu veux que je reparle, alors? Oui, un tout petit peu. Non. Alors, tiens, Emmanuel, tu avais une petite annonce à faire pour demain. 10. Tiens, vas-y, prends le micro. 11, voilà. 12. Une page de publicité. 13, voilà. Bon, je suis prête. Non, alors... Vas-y. On la fera plus tard. Donc, en fait, aussi, les artistes produisaient donc deux catégories d'objets, des objets à vocation héraldique et des objets à vocation cérémonielle, et donc qui étaient plutôt des objets qui s'inscrivaient dans le régime animiste. Le chapeau blason, hop, peut-être là? Non, c'est pas grave. Bon, était un moyen de bon, c'est tout ça, je vais donc les artistes de la côte nord-ouest étaient uniques, la société de la côte nord-ouest était unique en ce sens qu'elle soutenait un groupe d'artistes professionnels qui étaient en partie libérés des tâches liées à la quête de la nourriture. Si la plupart des hommes fabriquaient des objets et des outils pour leur usage personnel, les spécialistes avaient la charge de produire des œuvres héraldiques ou des objets qui étaient aussi utilisés dans les cérémonies d'hiver. Il semblerait que de toute façon, les artistes étaient largement récompensés par les aristocrates qui leur passaient commande pour la création d'objets qui leur passaient commande. Leur réputation, certains artistes étaient très talentueux et leur réputation dépassait les frontières du village ou même du groupe ethnique. Alors il semblerait, mais là il y a aussi un peu une confusion, enfin il y a des interprétations différentes, que par exemple cette cloison qu'on appelle la cloison de la pluie ait été réalisée par un artiste Chimchan. Vous voyez là, le plat, c'est par exemple le blason, c'est le verre, c'est un verre de woodworm. Oui. Donc tout le monde ne pouvait pas être artiste. C'était pas simplement une histoire d'habileté ou de talent, mais aussi une question d'accès à des pouvoirs surnaturels et à des savoirs relatifs aux mythes, à l'origine des blasons, et c'était un type de savoir qui n'appartenait qu'aux aristocrates. Pour être sculpteur, il fallait hériter du droit de sculpter, et chez les Haïda, le sculpteur était un homme de haut rang, et dans toutes les sociétés de la côte nord-ouest. Il appartenait à celui qui détenait le privilège de former les plus talentueux de ses apprentis à sa succession. L'art héraldique n'était pas l'objet de pratiques secrètes, contrairement à l'art cérémoniel.
En effet, les masques utilisés dans les sociétés secrètes devaient être sculptés par des initiés, tandis que les objets héraldiques étaient sculptés à n'importe quelle période de l'année, et les masques étaient par exemple sculptés avant les cérémonies d'hiver. Et en fait, c'est chez les Chimchan certainement que cette différence est la plus marquée, car il y avait une catégorie de sculpteurs qui étaient qu'on appelait Gitsong, qui sculptaient que des objets qui avaient un haut pouvoir, qui c'était des hommes qui étaient dotés de pouvoirs surnaturels, qui sculptaient des masques, qui mettaient en scène, qui dramatisaient qui dramatisait l'histoire de l'obtention des privilèges, du masque, etc. Tandis que les sculpteurs qui sculptaient les bas héraldiques avaient un autre nom, on les appelait des Ougila. Bon, j'ai pas eu vraiment beaucoup d'informations sur comment ça se fait que ça... Sur les masques de chaman. Il semblerait que les masques de chaman étaient peut-être... on ne trouve rien dans la littérature s'ils sont sculptés par des chamans ou parce que effectivement ces masques viennent mettent en scène des visions, hein, ils représentent des esprits auxiliaires, mais certains masques, certainement, ou certains objets, de par disons puisque c'était des objets de par aussi non seulement de l'habileté avec laquelle ils ont été sculptés, mais aussi leur forme très standardisée, ont pu aussi être créés par des spécialistes comme cet hochet huîtrier pie, qui est un hochet qui est utilisé par les chamans Tlingit. Seul sur la côte nord-ouest, les chamans utilisent des masques dans les rituels chamaniques. Donc j'ai dit que l'art de la côte nord-ouest était hautement conventionnel. Il était attendu que l'artiste respecte les conventions, dont le formalisme était transmis du maître à l'apprenti. Cela n'empêchait pas l'artiste d'imprimer son empreinte individuelle, mais l'invention de nouvelles formes était pratiquement exclue. On ne peut que constater une continuité stylistique à travers les siècles. Ce n'est qu'avec le développement de l'art commercial que de nouvelles modalités de figuration sont apparues. Voilà, j'arrête là. Merci beaucoup pour cette contribution dont je ne doute pas qu'elle suscitera une discussion, mais au retour de la pause, parce qu'il y a des rangs qui se dissipent et il est temps de lâcher un peu de vapeur. Pendant que tout le monde regagne sa place, je peux peut-être rappeler un peu le déroulement de notre affaire, dans le temps qui nous reste. Donc là, la séance va durer jusqu'à 17h30 et il ne faut pas qu'on dépasse parce que, ma foi, vis-à-vis de l'organisation du musée, on s'est engagé à cet horaire-là. Dans ce temps-là, on va avoir d'une part la discussion sur les interventions précédentes et en particulier celle de Marie, mais la discussion étant libre de toute façon, on peut réaborder n'importe quelle question à n'importe quel moment. C'est d'ailleurs ce qu'on a bien... On ne s'en est pas privé depuis ce matin. C'est bien normal. On aura donc l'intervention de Bruno Boulestin, ou du moins de ce qu'il en reste, c'est peut-être un petit peu... Non mais ça va, il réagit, donc ça veut dire qu'il lui reste assez pour faire son intervention. Comme l'a dépassé. En revanche, à 17h30, une fois que c'est fini, évidemment, tous ceux qui ont envie de se retrouver, j'allais dire quelque part en ville, mais enfin à la sortie, pour continuer à discuter de tout ça autour d'un verre, etc. Voilà, c'est tout à fait bienvenu. Et moi-même, je pense que j'aurai très soif à ce moment-là et que voilà, je serai sûrement pas le seul. Et puis pareil pour ce soir pour dîner, on peut aussi se donner rendez-vous sur le coup de 19h30.
à l'entrée, là, enfin, sur la petite, en face du café de la mairie, je crois il s'appelle, enfin sur la petite place en bas, et puis voilà, et continuer à discuter de ça ou d'autres choses autour d'une table. Voilà. On ouvre la discussion éventuelle. Je ne sais pas s'il y a des interventions ou des questions à propos de Marie, de l'intervention de Marie. Oui, j'avais deux petites questions à te poser. Oui. Voilà, j'avais deux petites questions à te poser. La première, tu as évoqué le fait que les objets étaient échangés le long de la côte. Hein. Oui. Et est-ce que tu peux préciser... Par exemple, les dentales, ouais. qui étaient sur la côte ouest de l'île de Vancouver. Donc on a retrouvé chez les Tsimshian et par exemple aussi le jade qui venait de la région de Washington, Oregon, qui remontait, le cuivre qui venait tout à fait du nord. Et les objets déjà... Et alors il semblerait, alors mais je ne sais pas parce qu'on a trouvé dans des sépultures, je pense que c'est dans le nord, dans la zone septentrionale, à Prince Albert Harbour, donc à l'embouchure de la Skeena, on a trouvé des objets en cuivre façonnés et décorés, portant un décor. Et il semblerait, alors je ne sais pas sur quelle base, mais les archéologues disent que déjà ces objets étaient fabriqués par des spécialistes. Mais je ne sais pas quels sont leurs... Est-ce qu'on a une idée des modalités de cette circulation? Est-ce que c'est lié à des alliances matrimoniales ou à des choses? Est-ce qu'il y a des éléments qui permettraient de... Ça peut être aussi des alliances matrimoniales, mais ça peut être aussi des échanges de biens, de nourriture ou je sais pas, des algues contre de la viande de chèvre de montagne, ou ça peut être aussi des biens, voilà. Donc il y a aussi et puis aussi la construction d'un réseau d'alliances. D'accord. D'alliances qui ne sont peut-être pas forcément matrimoniales, mais il y avait certainement des centres aussi d'échange. Et par exemple aussi, ça s'est reproduit au moment du contact, où certains villages, certains chefs ont été les go-between ou les intermédiaires entre les Blancs, les Européens, les marchands européens, et puis tous les groupes qui venaient apporter les pots ou des objets. Voilà. Donc il y avait le rôle de... D'accord. Et alors, deuxième chose, tu as évoqué au tout début, à propos du peuplement de la côte, tu as évoqué une migration du sud vers le nord. Oui. Est-ce qu'on a on sait, par exemple, que dans la région des Salish, par exemple, il y a eu aussi une migration du sud vers le nord. On sait aussi que, par exemple, les Nouralques, les Bellakula, alors je ne sais pas à quelle période ça s'est passé, mais ils sont d'origine Salish. Et ils sont plus au nord. D'accord. Mais apparemment, le peuplement s'est stabilisé il y a à peu près 5000 ans. Mais après, certainement qu'il y a eu des déplacements. Et même, il y a eu des déplacements pendant la période historique. Les Tlingits ont été chassés par les Haïdas, ou les Tlingits ont chassé les Haïdas vers le sud. Donc il y a eu comme ça des mouvements. Mais là aussi, il y avait des guerres intestines, il y avait aussi des guerres qui étaient motivées par justement l'accès aux ressources, trouver un bon site de pêche, etc. C'était... D'accord. Pour les sites des... Bon, c'est tout.